Bonjour, bienvenue à tous sur le plateau d'Al Janoubia TV. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien. On va parler politique. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir François Asselineau, qui est le président, vous êtes le président de l'UPR, et vous avez été candidat aux dernières élections présidentielles françaises. Alors, au lendemain de ces élections, je pense que le temps a assez passé pour qu'on puisse faire un premier bilan de ces élections. Quel est le vôtre ? Alors, premier bilan, c'est que, bon, tout le monde le sait, j'ai fait un score qui a été à un peu moins de 1% des voix, ce qui a déçu un certain nombre de personnes qui croyaient que j'allais faire un score très supérieur, au vu notamment des scores très importants que nous réalisons sur Internet. Notre site upr.fr est aujourd'hui le site politique d'un parti politique français le plus consulté de tous les partis politiques. Aujourd'hui ? Oui, c'est pas moi qui le dis, c'est le Alexa Ranking. Donc effectivement, lorsque je faisais des vidéos, lorsque je fais des vidéos, elles sont visionnées par 100 000 personnes, 200 000, etc. Et donc nous avons eu un engouement qui s'est produit pendant la campagne, qui s'est traduit par le fait qu'on est passé d'à peu près 14 000 adhérents au 1er janvier 2017 à peu près 28 000 actuellement, on est pratiquement à 29 000. Vous avez doublé. On a doublé le nombre d'adhérents. Donc, beaucoup de gens estimaient, beaucoup de nos partisans pensaient que je ferais un score très élevé. Bon, le score a été décevant. Alors pourquoi le score a-t-il été décevant ? Il y a peut-être des raisons qui sont inhérentes à la façon dont je me suis exprimé, à la façon dont c'était la première fois qu'on participait à une élection, c'est possible. Moi, j'ai tendance à privilégier plusieurs autres explications. La première explication tient dans le temps de parole qui m'a été octroyé. C'est pas moi qui l'ai inventé. Ce sont les Américains, des études très poussées ont été faites qui montrent malheureusement qu'il y a une corrélation extrêmement étroite, presque une relation de cause à effet, entre le pourcentage de temps de parole obtenu à la télévision et dans les grands médias, et le pourcentage obtenu dans les urnes. Mais dites-moi, il n'y a pas une règle qui encadre cela, mais non, qui fait que tous les candidats ont un même temps de parole ? Ça, c'était avant. C'était, par exemple, je crois, en 1965, la première élection présidentielle en France. Tous les candidats, de Charles de Gaulle jusqu'à Marcel Barbu, avaient tous exactement le même temps de parole. Et de surcroît, il n'y avait pas ou très peu de commentaires des journaux et des journalistes. C'était vraiment quelque chose, c'était à la loyale. Alors que là, on n'est plus à la loyale. Là, vous avez des candidats qui ont bénéficié, quand je dis des, c'est du candidat qui a bénéficié de tous les faits des grands médias, nominativement M. Macron. Je rappelle qu'il y avait eu un scandale en 2016, c'est que sur BFM TV, il avait obtenu pendant plusieurs semaines 80% du temps de parole à lui tout seul, et que pendant la campagne présidentielle, il a obtenu des scores du style 34-35% du temps de parole. D'accord. Alors que moi, j'ai eu, c'est le CSA qui le dit, j'ai eu 0,8% du temps de parole. Donc, premier facteur pour vous, donc, si le temps de parole. Tout ce qu'on a appelé les petits candidats, ce qui ont eu entre eux, en gros, à peu près 1% des suffrages, ils ont fait à peu près 1% des voix. D'accord. C'est que ce soit Jean Lassalle, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, François Asselineau, on a eu à peu près, alors plus ou moins, M. Cheminade a fait vraiment à décrocher vers le bas, Mme Arthaud aussi, mais globalement, on a fait autour de 1%. Donc c'est terrible comme constat. Ça veut dire que l'on peut manipuler le scrutin avec ce genre de choses. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce que je disais était extrêmement nouveau, puisque j'ai été le seul candidat à dire aux Français qu'il fallait sortir de l'Union européenne, de l'euro. Vous ne croyez pas l'OTAN. justement que c'est là que ça pose problème ? Mais non, que les Français ne veulent pas, malgré toutes les critiques qu'ils peuvent faire, ne veulent pas parce que ça leur fait peur de sortir de l'Europe. Mais comment ? Alors, je vais répondre à votre question. Moi, je fais de la politique pas pour être dans un palais national. Je n'ai pas été ministre, mais j'ai été dans des cabinets ministériels pendant plusieurs années. J'ai accompagné Jacques Chirac, François Mitterrand quand il était président en Corée ou au Kazakhstan. Jacques Chirac, je l'ai accompagné dans plusieurs de ses déplacements internationaux en Chine, au Japon, en Amérique latine. J'avais accompagné Édouard Balladur en Arabie saoudite. J'ai connu les allées du pouvoir. Moi, je fais de la politique
pour dire aux Français, voilà la façon, voilà ce qui se passe et voilà ce qu'il faut absolument qu'on fasse, sinon la France va être détruite. Bon. Je ne fais pas ça, moi, pour suivre les courants d'opinion. D'ailleurs, je vais vous prendre un exemple. Il y a beaucoup de gens qui se réclament de Charles de Gaulle. Oui. Mais Charles de Gaulle, ce que vous me dites, c'est du Pétain. C'est Pétain qui disait, après la défaite, eh bien, écoutez, voilà, les Français ont peur de continuer. C'est exactement ça. De Gaulle, en 1940, le 18 juin 1940, s'il y avait eu un sondage, ils auraient donné moins de 1% des Français qui étaient derrière Charles de Gaulle après son discours du 18 juin. D'ailleurs, il l'a dit. À la fin de l'été 40, à l'automne 40, il a dit qu'il avait eu avec lui quelques juifs, quelques poètes et les pêcheurs de l'île de Sein. C'est-à-dire que l'écrasante majorité des Français, et d'ailleurs des élites françaises, des dirigeants du monde économique, universitaire, politique, s'étaient rangés derrière Pétain parce que ça paraissait raisonnable. Raisonnable, d'accord. Mais Voilà. vous savez, François Asselineau, comparaison n'est pas toujours raison. Nous ne sommes plus dans une situation de guerre. Et en fait, ce qui s'est peut-être passé, c'est que avec l'Europe, les Français, les citoyens français, ont adopté une façon de vivre. On ne parle pas de guerre là, ou de collaboration avec un ennemi, mais une façon de vivre qui leur correspond en définitive et dont ils n'ont pas envie qu'ils n'ont pas envie de changer. Et que venir avec « on doit quitter l'Europe au lendemain de mon élection », peut-être que ça a fait peur à mais ces gens-là. Mais peut-être. Mais moi, encore une fois, je suis là pour dire aux gens la vérité. D'accord. D'ailleurs, ce que je vois, c'est que depuis les élections, depuis le 5 juillet dernier, donc après les élections présidentielles et législatives, et les résultats décevants, certains ont dit, vous savez, vous êtes morts. Pas du tout. Depuis le 5 juillet, on a fait bientôt plus de 2100 nouvelles adhésions et je suis constamment dans les rues abordé par des gens qui me disent c'est formidable, continuez. Pourquoi ? Parce que les gens, ils m'ont découvert. Ils ont découvert des raisonnements que personne ne leur avait tenus. Ils ont découvert quelqu'un qui connaissait les traités européens, qui leur citait les articles. J'ai été brocardé là-dessus. Bon. Mais c'est quand même incroyable. Je suis brocardé parce que je connais mes dossiers, parce que je sais de quoi je parle. Les Français, vous savez comment c'était une nouveauté. Bon. Les Français ont découvert ça, il y en a quand même beaucoup qui se sont dit « Tiens, ce que dit ce type, c'est quand même intéressant, je vais aller voir, il exagère ». Et puis ils ont vu la réalité. Et puis ils ont vu que M. Macron, vous voyez les sondages de M. Macron, c'est du tout chousse vers le bas, parce que M. Macron est en train de prouver que ce que j'avais dit était vrai. En d'autres termes, il y a une maturation aux idées politiques. Voilà. On a fait croire, je sais bien qu'il y a des gens qui s'ingénient à faire croire que ça serait l'abomination de la désolation si on sortait de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Moi j'explique que la Suisse n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN. C'est le pays d'Europe et l'un des pays du monde qui se porte le mieux. Pareil pour la Norvège. La Norvège est dans l'OTAN, mais elle n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro. Pareil pour l'Islande. Je dis que le Royaume-Uni est en train de sortir de l'Union européenne. Bon, il n'est pas dans l'euro. Ça se passe, contrairement à ce que disent les médias en France, ça se passe plutôt très bien. Allez voir le taux de chômage qu'il y a au Royaume-Uni, il est moitié moindre du nôtre. Et le Royaume-Uni est en train de renouer des relations avec l'ensemble du monde, notamment des pays du Commonwealth, alors que nous, la construction européenne, nous coupe de ce qui fait justement la quintessence même du rayonnement mondial de la France, ce sont ses amitiés avec le monde arabe, avec le monde de l'Afrique francophone, avec les pays de la francophonie de façon générale. Et là, on est en train... Avec le Sud. Avec les pays du Sud, là, on est en train de se couper. Oui, là-dessus, je vous rejoins assez. C'est-à-dire, bon, pour l'exemple de l'Angleterre, moi, je vois plutôt des intérêts culturels avec l'Amérique du Nord et que chacun essaie de trouver sa place. L'Allemagne veut manger l'Europe de l'Est et que la France devrait se tourner davantage vers sa rive sud. Et quand on voit l'image que l'on donne à Marseille, ça dit plutôt qu'on n'a pas vraiment encore envie de se tourner de manière efficace vers la rive sud de la Méditerranée. Cependant, François Asselineau, est-ce qu'il n'y a pas aussi eu une image qui vous a été collée, qui est celle du complotiste, celui qui voit des complots partout? Est-ce que ça aussi, ça ne vous a pas été préjudiciable? Oui, bien sûr. Comment vous l'expliquez d'abord qu'on vous ait mais parce que, encore une fois, je pense très sérieusement que je suis le seul vrai opposant. J'étais le seul vrai opposant. Il y a des gens qui disent « Oh oui, Mélenchon, Madame Le Pen, M. Dupont-Aignan, monsieur... » Mais comme je l'ai dit et redit et re-redit,
Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon, Monsieur Dupont-Aignan ne proposent pas de sortir de l'Union européenne, ne proposent pas de sortir de l'euro. Il y a même eu le débat cet été. Madame Le Pen, maintenant, elle dit oui, on sortira peut-être de l'euro à la fin du quinquennat. C'est d'ailleurs là-dessus que le Front National est en train d'exploser, avec des personnalités comme M. Philippot ou Mme Montel, qui ne supportent plus cette ambiguïté permanente. Reprenez les professions de foi de Mme Le Pen, toutes choses égales par ailleurs, parce que par ailleurs, il y a le discours anti-immigré, anti-islam. Mais sur ce seul sujet-là, le Front National n'a jamais dit ce que je dis. Pareil pour M. Mélenchon. C'est pas aussi clair. Mais ils proposent tous de changer l'Europe. Donc je pense que je suis le seul vrai opposant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je connais mes dossiers. En plus de ça, j'ai un pédigré. J'ai quand même été dans les cabinets ministériels. J'ai été délégué général à l'intelligence économique au ministère des Finances, donc spécialiste justement des coups bas internationaux. Et donc ça, c'est très très embêtant. C'est très très ennuyeux pour une oligarchie qui tient les médias d'avoir d'où l'étiquette du complotisme. Eh ben donc évidemment, l'idée ça a été d'essayer de me coller une étiquette pour que les gens rient sans même s'informer. Voilà. Alors effectivement, on m'a collé ça. On a sorti d'ailleurs des choses. Ça fait 10 ans que j'ai créé l'UPR. Bon, ça fait, il y a plusieurs années, j'avais dit que le Dalai Lama était un agent proche de la CIA. J'avais pas dit que c'était un agent de la CIA, mais qu'il était proche de la CIA. Ça n'avait rien à voir avec la campagne présidentielle, je n'en avais jamais parlé. On m'a ressorti ça, on m'a dit oui, vous voyez des complots partout. Bon. À ce moment-là, j'ai sorti un article, parce que j'avais vu le coup venir, du journal Libération de 1998 qui disait le Dalai Lama a été financé par la CIA. J'ai dit voilà. Et les journalistes étaient là, ils buguaient. Ils buguaient parce qu'ils ne savaient pas quoi répondre. Parce qu'à chaque fois qu'on m'a attaqué, j'ai montré les preuves. Mais calomnier, il en restera toujours quelque chose. Moi, ce que je vois, c'est que on peut très bien voir qu'il y a eu une manipulation dans cette affaire. Je rappelle que le 18 ou le 19 janvier de cette année, à peu près, de mémoire, il y a eu un article en première page du journal Le Monde, écrit par Richard Ferrand, qui a été le fugace ministre, là, puis qui est parti pour des raisons que vous savez, et qui était le directeur de campagne d'Emmanuel Macron. Il a eu droit à un article avec un appel en première page du journal prétendu de référence français, qui expliquait que l'élection présidentielle était manipulée par le Kremlin française. Il expliquait ça. Oui, il n'avait pas. Ça veut dire non, mais il n'avait pas l'ombre du début d'une preuve. Oui. Mais ça a eu droit au journal Le Monde. Ah, lorsque moi j'ai dit pendant l'élection présidentielle, à un moment, on m'a attaqué parce que j'avais dit que derrière le terrorisme, il fallait regarder un petit peu le financement par le Qatar de Daesh. On m'a traité de complotiste, de conspirationniste. J'ai rêvé ou quoi? C'est M. Macron, président de la République, qui l'a dit il y a 3 jours. D'un seul coup, plus personne ne dit que c'est du complotisme. Voilà. C'est-à-dire que c'était évidemment une attaque pour moi, contre moi, pour essayer de me décrédibiliser. Voilà, c'est tout. D'accord. Ce qui prouve quoi? Ce qui prouve que je suis vraiment quelqu'un qui fait peur. Regardez ce qui se passe en ce moment. Tous les grands médias en France chantent les louanges de M. Mélenchon. Mélenchon serait l'opposant au système, le premier opposant. Mais Mélenchon et ses troupes, là, depuis qu'ils sont à l'Assemblée nationale, c'est quoi leur bilan? Ils viennent d'arriver. Oui, mais qu'est-ce qu'on a appris? On a appris qu'ils venaient, ils sont comme vous, ils venaient sans cravate à l'Assemblée nationale. Voilà. C'est ça, paraît-il, le truc super révolutionnaire. Vous êtes un révolutionnaire? Le fait de ne pas porter ses cravates, maintenant, c'est d'ailleurs Macron avait fait campagne sans porter de cravate. Et puis maintenant, on apprend que les cadres de Goldman Sachs ne portent pas de cravate. Et puis Obama, au G8, avait demandé à Hollande de retirer sa cravate. On a focalisé, mais je ne ris pas. Il y a eu un grand débat sur ces questions. Mais depuis que M. Mélenchon et consorts sont à l'Assemblée nationale, combien de fois vous les avez entendus dire que, par exemple, la loi travail de Mme Pénicaud est l'application fatale des grandes orientations des politiques économiques fixées par la Commission européenne en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne? Combien de fois? Combien de fois M. Mélenchon et ses députés ont-ils expliqué aux Français qu'on ne peut pas changer l'Union européenne puisqu'il faut l'unanimité en vertu de l'article 48 du traité? Combien de fois ont-ils dit qu'il y avait une seule possibilité de lutter contre les travailleurs détachés, c'était de sortir de l'Union européenne par article 50? Jamais. Ils font croire, comme Mme Le Pen, ce sont des leurs, ce sont des gens qui sont là, des mouvements politiques qui sont là pour canaliser le mécontentement populaire et comme un paratonnerre, l'envoyer comme on envoie la foudre dans la tête. Mais n'est-ce pas cela, faire de la politique, François Asselineau? N'est-ce pas justement cela? Et vous êtes engagé en politique. Mais écoutez, encore une fois, je vais vous reprendre l'exemple de Charles de Gaulle. Comment voulez-vous que les Français puissent imaginer que l'on peut sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN si personne, sur la sphère politique, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par l'extrême centre,
ne leur dit que c'est possible. Il y a énormément de Français qui ont découvert, avec ma candidature, des quantités de choses. Et d'ailleurs, moi, pourquoi j'ai pu être candidat? Pourquoi j'ai eu les 500 parrainages? C'est parce que, c'est pas évident, hein, mais parce que nous avons bénéficié, notamment auprès des maires des petits villages, d'un événement exogène, extérieur, qui était le vote des Britanniques pour le Brexit. Et donc c'est un argument fort que nous avons eu en allant voir les maires des villages de France. Il y en a beaucoup qui disaient comme vous. Oh là là, on ne peut pas sortir. Je me dis, mais attendez, monsieur le maire. Attendez, on vous demande pas de participer. Pas qu'on peut pas sortir, mais moi, les maires, il y avait des maires qui disaient ça. Et on disait, mais monsieur le maire, vous n'êtes pas là pour être pour ou contre. Ouais. Vous êtes là pour dire, est-ce que ce monsieur a des choses intéressantes à dire à l'Assemblée lors de la campagne? Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni. Ce qui se passe au Royaume-Uni est la preuve. Parce que le Royaume-Uni a quand même une longue histoire de lutte pour les libertés individuelles et la démocratie depuis la Magna Carta de 1215. Donc, les maires, on leur disait, voilà, il est légitime qu'un candidat puisse expliquer aux Français ce qui vient d'être expliqué. Ils ont défendu votre légitimité à porter le discours nouveau que vous apportiez. Absolument. Mais encore une fois, qui est-ce qui disait en 1940 voilà, Français, vous avez la mémoire courte, on a été battus, il faut avoir une collaboration pour bâtir, etc. C'était Pétain, d'ailleurs. Vous savez, la collaboration, c'est ce que c'est, la collaboration? On parle toujours ici en France des collabos. Pétain qui rencontre Hitler à Montoire en novembre 1940, donc dans le sud-ouest, dans une gare. Et c'est là que se débute la politique de collaboration. La fameuse photo, la fameuse poignée de main. Alors tout le monde parle de ça. Mais chose curieuse, les livres d'histoire omettent la phrase lorsque, une semaine après ou 5 jours après, Pétain parle au micro en disant qu'il a rencontré Adolf Hitler à Montoire pour lancer une politique de collaboration. Il dit politique de collaboration pour bâtir ensemble une nouvelle Europe. Europe, absolument, absolument. C'est-à-dire que la politique de l'Allemagne hitlérienne, c'était bâtir une Europe sous domination allemande. D'accord, mais c'est pas la même Allemagne. C'est l'Allemagne. Non, mais c'est pas la même Allemagne. Mais bien entendu que, alors évidemment, ça n'est pas la même Allemagne. On se sent heureusement qu'il n'y a pas de concentration. Heureusement que c'est un pays apparemment. C'est une démocratie. Les libertés individuelles sont respectées. À peu près, d'accord. C'est vrai. Mais il n'en demeure pas moins que c'est quand même un pays étranger. Lorsque moi je vois Emmanuel Macron qui reçoit à l'Élysée pendant un conseil des ministres, vous avez vu cette photo terrifiante où on voit le président de la République française, théoriquement M. Macron, qui est là. Alors il n'est pas aidé par son âge parce qu'il fait un petit peu gamin. Et à côté de lui, il y a M. Sigmar Gabriel, qui est le vice-chancelier d'Allemagne, qui est là, qui écoute. Et puis il y a Macron qui est là. On a l'impression de quelqu'un qui passe un oral de grand concours. Je suis désolé, ça s'appelle une situation de suggestion et de vassalisation. De la même façon que quelques jours auparavant, Macron avait organisé à Paris, avec le président du Niger et le président du Mali, une réunion sur les questions migratoires. C'est là où d'ailleurs il a fait machine arrière, parce qu'il avait dit qu'il allait créer des hotspots en Libye, puis ça ne marche pas. Bon. Et puis il y avait Mme Merkel qui était là, qui était à côté, et qui écoutait pour voir ce que M. Macron disait. Mais ça s'appelle une situation de vassalisation que l'on retrouve ô combien sur la question notamment de l'euro. Eh bien moi je vous dis que les Français n'accepteront pas longtemps encore une société de suggestion parce que la France, c'est le pays des hommes libres étymologiquement. Français, ça veut dire libre. Les Français, il y a effectivement, je comprends que les Français, vous dites ils se sont habitués à l'Europe parce qu'on leur a pas expliqué, on leur a fait croire que l'Europe c'était la paix, etc. Alors que l'Europe. Mais c'est la. Alors si la paix. Non, mais si je vous dis une chose, enfin sous forme de question. Vous croyez que les Libyens trouvent que l'Europe c'est la paix? Alors, non, c'est la paix entre Européens. La différence est importante. Est-ce que cette Europe, finalement, l'Europe, c'est l'Allemagne et la France? C'est mettre fin à une guerre un conflit entre l'Allemagne et la France. Et ça a marché. Non, ça c'est. Est-ce que sortir de l'Europe, casser l'Europe, c'est pas redonner chance dans les années qui viennent, peut-être en plus qu'une crise continuant sa progression faciliterait justement un nouveau conflit? Non, alors entre l'Allemagne et la France. Alors d'abord, vous avez dit l'Europe, c'est pas l'Europe, c'est pas la France et l'Allemagne. Ça, c'est une vieille lune qui remonte aux années 60 du temps de De Gaulle et du prétendu couple franco-allemand. Lorsque De Gaulle avait fait d'ailleurs un traité de l'Élysée en 63 avec l'Allemagne, mais dans l'esprit de De Gaulle, c'était pour découpler l'Allemagne des États-Unis d'Amérique. Bon, en fait, ça n'a pas marché.
Je renvoie à ma conférence qui s'appelle « Qui gouverne la France ?», qui est sur Internet, où j'explique comment le traité de l'Élysée a été signé, je crois que c'est le 22 février 63, et en juin 63, le Bundestag en Allemagne a vidé de substance ce que voulait faire de Gaulle en disant de toute façon l'Allemagne appartient au camp atlantique, aux États-Unis, etc. Bon. Mais le temps a passé. L'idée selon laquelle l'Europe obéirait à la France et à l'Allemagne, c'est une idée de dingue. C'est d'ailleurs l'idée de Macron. Il a repris à son compte cette idée. Vous avez vu comment il s'est fait recevoir dans les pays de l'Est, avec la première ministre de Pologne qui a dit « Mais attendez, en vertu de quoi? C'est pas la France qui dicte aux autres ce qu'il faut faire. Est-ce que vous imaginez, mettez-vous un instant dans la peau des dirigeants espagnols, italiens, britanniques, polonais, hongrois, roumains, etc., lorsqu'ils voient le président de la République française et le chancelier d'Allemagne qui disent « L'Europe, c'est le couple franco-allemand », mais ils leur disent « Allez vous faire cuire un œuf ». Bon, c'est exactement ce qu'a dit la première ministre. Pour répondre maintenant à votre question sur la guerre et la paix, ça mériterait un tout petit peu plus de temps, mais moi je voudrais dire que malheureusement l'Europe, l'histoire ne se répète jamais, mais elle bégaye tout le temps. Les spécialistes de la guerre savent que les risques de guerre apparaissent entre des pays qui sont d'un côté des pays pauvres, très forte croissance démographique, d'autre côté des pays en implosion démographique, en effondrement. Oui. On n'a jamais vu des pays... L'Allemagne, en ce moment, personne n'en parle de trop, mais un des problèmes majeurs de l'Allemagne, c'est la dépopulation. C'est un pays, je crois que dans quelques années, il y aura les plus de 65 ans, ça sera 40% de la population. Il y aura des âges inversés. Voilà. J'en parle beaucoup donc, de ça. Donc, si risque de conflit il y a, c'est des deux côtés de la Méditerranée, vous le savez très bien, ou avec le monde arabo-musulman, ou avec le monde russe. C'est la raison pour laquelle, moi, je dis que ce qu'il faut pour assurer la paix aujourd'hui, c'est que la France renoue avec son histoire, qu'elle renoue avec des relations avec la rive sud, avec la Russie, avec la Chine. Parce qu'on est en train de reconstituer, mine de rien, la situation qui a mené à la guerre de 14. C'était quoi la guerre de 14 ? C'était l'alliance entre la France, le Royaume-Uni, l'Empire des Tsars et la Serbie, pour, paraît-il, assurer la paix face à la menace des empires centraux, qui étaient l'Empire austro-hongrois et l'Empire du Reich bismarckien. Ben maintenant, si vous comprenez ce qui se passe, imaginez que, à la place des empires centraux, maintenant, c'est le monde arabo-musulman, c'est le monde russe, que l'on présente de plus en plus comme nos ennemis. Du temps de De Gaulle, on n'avait pas d'ennemis désignés. On avait une défense erga omnes, comme on dit en latin, c'est-à-dire la France assurait sa souveraineté par l'intermédiaire de sa défense nucléaire, et donc la France était souveraine. Mais on n'avait pas des ennemis désignés. Alors que maintenant, constamment, on a de plus en plus des ennemis désignés. Et M. Macron passe son temps à distribuer des satisfecit ou des mauvais points. Alors il tense le président Poutine, il tense le Venezuela, il condamne la Corée du Nord. Il condamne ci, il condamne ça, mais en vertu de quoi? C'est pas bien. La France doit reconnaître les États, ne reconnaît pas les régimes, elle ne doit pas être naïve. Et pour avoir la paix, il faut entretenir des relations d'amitié, de coopération avec l'ensemble des pays du monde, et en particulier pour ce qui concerne la France, avec la francophonie. Lorsque le Maroc a demandé à entrer dans l'Union européenne, on lui a dit non. Alors, je comprends qu'on puisse lui dire non, mais ça veut dire simplement que le périmètre géographique n'a pas de sens. Parce que les relations de la France avec le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal, le Mali, le Gabon, mais aussi le Canada, mais aussi le Liban, la Syrie ou le Vietnam, etc., sont beaucoup plus importantes qu'avec la Slovénie ou avec l'Estonie. Donc c'est en fait le périmètre de l'Union européenne qui est absurde. C'est ça la réalité. Est-ce que vous n'avez pas aussi, François Asselineau, finalement été un petit peu déçu de cette croyance selon laquelle, enfin, beaucoup, je pense, en reviennent aujourd'hui, croire qu'Internet, c'était quelque chose qui forcément donnait une image à peu près réelle de ce qui se passe dans les esprits des gens et que forcément, ça allait donc peser sur les élections présidentielles? Alors oui, en partie, je pense, et je ne suis pas le seul, parce que notre site, je le disais je crois tout à l'heure, upr.fr, est le site le plus consulté de tous les partis politiques français. C'est pas moi qui le dis, c'est Alexa Ranking. Et donc je pense effectivement, on a des scores très importants sur mes entretiens d'actualité, sur des vidéos de conférences en ligne, on est à plusieurs centaines de milliers de passages. Il y a aussi des petites vidéos très brèves où je parle pendant 2-3 minutes, où on a dépassé les 1 500 000 vues. Donc c'est vrai que je pense que j'avais surestimé l'impact d'Internet. Cela étant, nous sommes dans un monde en transition. Oui. Parce qu'on assiste à une décrue
des grands médias et à une montée constante d'Internet. Donc, je pense que le constat est quand même juste, mais c'est encore prématuré. C'est-à-dire que, d'ailleurs, j'ai fait 0,92%, presque 1% des suffrages de l'élection présidentielle. Bon. Mais je rappelle, par exemple, M. Le Pen, avec lequel je ne me compare pas, sauf sur ce point-là, la première fois qu'il a été candidat à l'élection présidentielle, c'était en 81. Il était beaucoup plus connu. Il avait été député, il avait fait tout un truc, il avait été poujadiste. Il avait fait 0,6% des suffrages. Donc la preuve que, alors que j'ai été blacklisté par les grands médias pendant des années, si j'ai obtenu quand même près de 1% des suffrages, c'est pas grâce à la campagne de 5 semaines à la fin. Ouais. C'est essentiellement parce que nous avions planté des graines depuis 10 ans sur Internet. Et actuellement, il y a aussi, au-delà d'Internet, il y a un travail de terrain. Voilà, il y a un travail de terrain. Nous sommes en train de... Nous avons réhabilité ce que c'est la politique. Nous avons 28 700, bientôt 29 000 adhérents. Ce sont des gens qui adhèrent à l'UPR. Ce sont des gens bien, vous savez, parce qu'ils n'adhèrent pas à l'UPR ni pour avoir des prébendes, ni pour avoir un siège, ni pour avoir un HLM, ni pour avoir de l'argent. Ils savent qu'ils sont là pour défendre une certaine idée de la France, pour aller militer, distribuer des tracts, dépenser de leur temps, un petit peu de leur argent, de l'essence pour aller coller des affiches. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, notre mouvement politique, vous savez, nous avons 0 € de dette et on y tient. On n'a aucun emprunt bancaire. On n'a pas de financement public. Nous ne sommes financés que par nos adhérents et nos donateurs. On est en train de réhabiliter la politique dans sa noblesse. Je suis convaincu que le travail de terrain va continuer à payer. Nous nous préparons maintenant les prochaines grandes élections nationales. Alors là, il y a les sénatoriales, mais ça, ce sont des élections de notables. Mais la prochaine grande élection, c'est les élections européennes qui auront lieu en juin 2019, dans 1 an et demi. Et là, on va se mettre dès l'année prochaine en ordre de bataille, si j'ose dire, pour être présent à ces élections. Et j'espère qu'on va augmenter encore notre score. Mais c'est vrai que, si vous voulez, j'ai parfaitement notion et conscience de ce que je dis. Hein. C'est ce que je propose, la sortie de la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, c'est pas une bagatelle. Ah oui. C'est un changement géopolitique majeur. Et l'on comprend que des forces géopolitiques ou aient intérêt à ce que ça ne puisse pas se développer. Mais nous avons le sens de l'histoire pour nous, et vous le verrez. Regardez, l'Union européenne est en pleine capilotade, c'est en train de se désintégrer. On est un peu comme la fin de l'Union soviétique. Il y a beaucoup de points communs entre l'Union européenne et l'Union soviétique. C'est la fin, c'est une idéologie qui est moribonde. Regardez, M. Macron, il est allé faire son sketch, sa com là, à Athènes, en disant il faut une refondation de l'Europe. Mais refondation de l'Europe, ça fait 20, 30 ans, 40 ans qu'on entend parler de refondation de l'Europe. Le problème, c'est qu'on veut mettre de force 28 États. Parce qu'ils sont contigus les uns à côté des autres, on veut qu'ils s'entendent sur tous les sujets. C'est complètement absurde. Mais pourtant, les candidats qui présentent cela, ce que vous décrivez comme absurde, ce que vous trouvez absurde vous, eh bien, ils ont fait des scores bien plus importants que les candidats qui prétendent le contraire. Oui, mais... D'abord, Mme Le Pen a quand même fait un score. Deuxièmement, oui, et elle a perdu là-dessus. Oui, deuxièmement, mais c'est possible. Mais de toute façon, Mme Le Pen, d'ailleurs, ne proposait pas de sortir de l'Union européenne, je l'ai déjà dit. Mais comment voulez-vous que des Français, des citoyens normaux, si j'ose dire, qui s'intéressent un petit peu à la politique, mais pas spécialement, vous savez, il y a un Français, c'est comme tous les peuples. Il y a des gens, une petite minorité qui s'intéresse, qui est passionnée par la politique, mais il y a beaucoup de gens, ils jettent un œil de temps en temps. Comment voulez-vous que ces gens qui, depuis qu'ils sont petits, ils entendent à l'école, à la radio, à la télé, dans les journaux, etc., que l'Europe c'est la paix, que l'Europe c'est ci, que l'Europe c'est formidable, c'est les voyages, c'est Erasmus, et si ça n'a que des avantages, et que si on est contre, on est un salaud, un facho, un conspirationniste. C'est ça qui les forme. Comment voulez-vous que les Français se disent « je vais voter pour un monsieur que je ne connais pas », qui déboule d'un seul coup en 5 semaines et qui me dit tout le contraire. Donc normalement, j'aurais dû faire quelque chose de ridicule comme chiffre, comme pourcentage. Et si j'ai fait près de 1%, et si le nombre de nos gens continue d'augmenter, c'est parce que, justement, moi, j'ai apporté des preuves. Je me suis adressé à l'intelligence des gens. Et alors, oui, mais vous savez, l'intelligence... Alors je pose ma question quand même. Est-ce que votre discours n'est pas trop intelligent, François Asselineau ? Non. Mais vous savez, l'intelligence, c'est du bon sens. Hein. Ouais. Nous avons beaucoup, parmi nos adhérents et parmi nos électeurs, de gens qui sont des gens modestes, hein, parfois qui n'ont pas de diplôme. On a beaucoup, par exemple, parmi nos électeurs et parmi nos adhérents, des Français binationaux, notamment ce on appelle en France des rebeux, des Français, des franco-marocains, franco-algériens, il y en a beaucoup. Oui. Ce ne sont pas des gens qui ont forcément des grands diplômes.
Ils ont souvent des petits boulots, mais ils ne sont pas bêtes. Ah ben bien sûr, mais Ils sont c'est pas pas le bêtes. diplôme qui fait Non, de ils l'intelligence, sont pas on est bien bêtes. d'accord. Oui, c'est presque l'inverse. Il y a Emmanuel Todd qui a dit là, il y a quelques jours sur Libération que les classes les plus éduquées étaient en voie de crétinisation. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'on a l'impression qu'effectivement des gens qui sont dans des situations en vue dans des grandes sociétés et qui ont des postes de cadres supérieurs, on a l'impression qu'ils ne veulent même pas se renseigner. Alors, je ne vais pas faire de sens inverse. On a aussi, nous, on a des juristes, on a des cadres d'entreprise, on a des gens de tous les horizons qui, à partir du moment où ils ont cet esprit de curiosité, où ils se disent, tiens, je vais quand même aller voir un petit peu ce que dit ce type-là. Ils vont sur notre site, puis ils regardent tout ce que nous avons dit, et pas seulement moi, les collaborateurs que j'ai avec moi, est sourcé. Les gens on a beaucoup de juristes qui nous ont rejoints parce qu'ils disent, c'est vrai. Ce que dit M. Asselineau sur les contraintes émanant des traités, il a raison. Lorsque on a des économistes, ce que dit Vincent Brousseau, par exemple, notre responsable des questions monétaires, qui a été pendant 15 ans à la BCE, qui est archi-diplômé, quand nous, les explications que nous donnons sur le fonctionnement, ou plus exactement le mauvais fonctionnement de l'euro, qui est voué à l'explosion, les analyses que l'on a publiées, qui sont sur notre site, sont tellement précises et tellement techniques que nous avons des quantités de gens, des journalistes, des gens de ministères, des gens de l'étranger qui viennent sur notre site pour consulter ces articles-là, notamment, ou mes conférences. Ça veut dire, vous savez, que moi, je ne suis pas quelqu'un qui est dans les sbroufs et dans la com. Je dis que nous allons vers des moments difficiles et qu'il y a un moment, lorsque les moments seront très difficiles, lorsque le système financier risque d'exploser. Pourquoi vous croyez que l'Allemagne est en train de récupérer tout son or ? Vous croyez que c'est bon signe ? Lorsque tout ce système risque d'exploser, d'un seul coup, les gens se raccrocheront à quelque chose en qui ils ont confiance, c'est-à-dire un pôle de solidité et de sécurité, c'est-à-dire justement qu'il y aura quelqu'un qui leur a dit toujours la vérité à temps et à contre-temps. Et même si peut-être d'un point de vue électoraliste, j'aurais pu peut-être arrondir certains angles, au bout du compte, je pense que notre mouvement sera gagnant sur long terme. Merci François Asselineau pour être venu sur Al Janoubia nous apporter votre point de vue et ses précisions. Merci de m'inviter. Merci à vous et à bientôt pour un nouveau numéro de l'entretien sur Al Janoubia. Au revoir.